C'est à vous. Alors, vous savez, pour répondre à ce genre de questions, les économistes, traditionnellement, distinguent le court terme du long terme. Alors, je vais commencer par le court terme, par les questions conjoncturelles qui sont les plus simples à traiter. Vous savez, l'année 2019, du point de vue économique, en France, elle sera plutôt bonne, et elle sera plutôt bonne pour de très mauvaises raisons. Elle sera plutôt bonne parce que, cela ne vous a pas échappé, il y a eu quelques manifestations depuis le mois de novembre dernier, il y a eu quelques troubles sociaux, et ces troubles sociaux ont abouti à ce que l'on fait assez souvent en France quand il y a ce genre d'événements politiques, ça aboutit à augmenter considérablement le déficit public. C'est-à-dire que vous avez 25 milliards d'euros qui ont été distribués, soit en hausse de dépenses publiques, soit en diminution d'impôts. Alors tout ceci a des conséquences qui sont sans doute mitigées à long terme, parce que ça augmente le déficit public, ça augmente la dette publique, mais bon, l'avantage, c'est qu'à court terme, ça fait un petit peu de relance. Et c'est ça, d'ailleurs, ce qui explique que les chiffres de pouvoir d'achat, vous en avez peut-être entendu parler, en 2019 seront plutôt bons. Ils seront bien meilleurs que ce que l'on a connu ces dernières années. Donc, cette hausse du pouvoir d'achat, elle va se retrouver quand même d'une façon ou d'une autre dans l'économie et dans la croissance. Donc, on aura une croissance qui sera plutôt bonne cette année, un peu meilleure sans doute que ce que l'on a en moyenne dans la zone euro. Mais enfin, c'est quelque chose qui n'est pas très glorieux et c'est quelque chose qui est ponctuel. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt les éléments de long terme. Et là, je voudrais insister sur deux types d'aspects. Des aspects qui sont extérieurs à vous, qui s'imposent à vous, hein, des aspects dont vous n'avez pas la responsabilité, mais qui vont avoir des conséquences sur vos entreprises, et ensuite des aspects qui relèvent de vous, qui relèvent de vos stratégies et qui auront des impacts économiques. Donc je voudrais aborder ces deux points. Concernant les aspects exogènes, pour ainsi dire, ceux qui viennent de l'extérieur, il y a des choses qui sont positives et il y a des choses qui sont négatives. Dans les choses qui sont, on va dire pas négatives, mais qui font partie des choses qui sont à surveiller, il y a très clairement les questions d'endettement public. Je ne reviens pas là-dessus, mais vous savez très bien que la France a un endettement public qui est très important, qui représente à peu près 100% du PIB. Ça ne s'est pas amélioré et ça ne va pas s'améliorer ces prochaines années parce que, comme je vous l'ai dit, on augmente le déficit public. Alors vous allez me dire, mais sur nos entreprises, c'est quelque chose qui est un peu théorique parce que ça n'a pas beaucoup d'impact. Vous m'avez demandé de parler de la santé des entreprises, dette publique et santé des entreprises, c'est un peu éloigné. Ben non, c'est pas éloigné. C'est pas éloigné du tout, parce que une dette publique élevée, ça veut dire un État qui paye toujours plus d'intérêts. Pour vous donner un ordre de grandeur, les intérêts de la dette aujourd'hui, ça représente à peu près 40 milliards d'euros. Donc ce sont des montants qui sont très importants. C'est de la dépense publique complètement improductive. Hein. D'ailleurs, c'est de l'argent qui va plutôt à des étrangers. Ça va plutôt dans les pays où vous avez des gouvernements astucieux qui ont fait des fonds de pension. Donc cet argent, il va plutôt financer les retraites des habitants de Miami ou de Shenzhen, si vous voulez. Donc c'est quelque chose qui ne nous revient pas et c'est un sujet. Il y a un deuxième sujet qui commence un tout petit peu à m'inquiéter, qui inquiétait beaucoup d'économistes. Moi, je ne paniquais pas devant ça, mais là, je reconnais que c'est quand même à surveiller. Ce sont les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Alors là encore, vous allez me dire, nous les EHPAD, on n'exporte pas vers les États-Unis, on n'exporte pas vers la Chine, et a fortiori, on n'est pas des Chinois qui exportons aux États-Unis, ni des Américains qui exportons en Chine. Oui, simplement, il faut bien comprendre que si vous avez une montée des pressions protectionnistes, eh bien, c'est le commerce mondial et la croissance mondiale qui en souffriront. Le commerce mondial, il a tiré la croissance économique depuis plusieurs années maintenant, depuis près d'une décennie d'ailleurs. Si on n'a pas cet effet, on aura un peu moins d'activité économique de proche en proche. Et d'ailleurs, je trouve que l'Union européenne, que l'on critique souvent, en réalité, est vraiment l'institution politique dans le monde qui a adopté la politique la plus sage. Parce qu'il ne faut jamais participer à une guerre commerciale. Tout le monde perd à la guerre commerciale, y compris et peut-être surtout ceux qui l'ont déclenchée. Et donc, c'est idiot de déclencher une guerre commerciale. Et d'ailleurs,
Mon ami Emmanuel Combe a écrit beaucoup d'articles pour montrer que c'était les États-Unis qui en réalité souffraient le plus de la guerre commerciale qui a été déclenchée par leur gouvernement. Mais les Chinois ont eu la mauvaise idée de répondre à cette guerre commerciale. Quand on vous fait une guerre commerciale, il vaut mieux pas répondre, en réalité. Les Chinois ont répondu, et vous voyez bien qu'on est en train d'entrer dans une sorte d'engrenage. Alors, l'Union européenne a eu une position qui est lâche et intelligente, c'est-à-dire qu'elle a dit, moi, tout ça, ça ne me regarde pas beaucoup, je ne veux pas participer à ça, et elle a parfaitement raison. Mais, bon, ça fait quand même partie des sujets qu'il faut surveiller. Alors, concernant les éléments positifs, et là, je vais choquer un certain nombre d'entre vous, parce que je pense que nous aurons des désaccords sur ce sujet. Je pense que dans les éléments positifs, il y a la politique qui a été menée depuis maintenant 2 ans et qui continue d'être menée et qui renforce alors à la fois la solidité et la compétitivité des entreprises. Il y a beaucoup à faire, le compte n'y est pas, mais enfin on voit que les choses vont dans le bon sens. Et d'ailleurs, ça renforce la croissance potentielle de l'économie française. Le FMI a rendu un rapport sur l'économie française la semaine dernière qui a montré que ce qu'on appelle donc la croissance potentielle, c'est-à-dire la croissance de long terme d'un pays, une fois que vous avez mis de côté les éléments conjoncturels, cette croissance potentielle, elle était de l'ordre de 1,2%. Aujourd'hui, elle est plutôt de l'ordre de 1,5%. Donc, c'est pas énorme, mais bon, on voit quand même que les choses s'améliorent. Je vais vous prendre d'ailleurs un exemple très concret. Un exemple concret. Le taux de chômage. Vous voyez que le taux de chômage en France diminue. Il diminue assez rapidement. Alors, il reste très élevé, 2 fois plus élevé que dans la moyenne, même un peu plus de 2 fois plus élevé que la moyenne des pays de l'OCDE, mais ça baisse. Et ça baisse pour de bonnes raisons. Ça baisse parce que les entreprises créent beaucoup d'emplois. Moi, quand j'ai commencé ce métier, il y a une quinzaine d'années, pour que les entreprises créent des emplois, il fallait que la croissance soit de l'ordre de 2,5%. Là, on est sur des rythmes de croissance de 1,2, 1,5%, et les entreprises créent beaucoup d'emplois. Donc ça veut dire que le contenu de la croissance en emploi s'est considérablement enrichi. Pourquoi il s'est considérablement enrichi, si on regarde les choses froidement? Parce que depuis 10-15 ans, on a fait un certain nombre de changements qui, sur le moment, pouvaient sembler des changements un peu mineurs, mais qui, mis bout à bout, permettent aux entreprises de recruter plus. Quand on a fait la rupture conventionnelle, ce n'était pas quelque chose de révolutionnaire, mais bon, ça améliorait un peu le fonctionnement du marché du travail. Quand on a fait le CICE, même si, en effet, on peut discuter, savoir comment il faut transformer le CICE en baisse de charges. Quand on a fait le CICE, c'était une espèce de baisse du coût du travail déguisée via un mécanisme fiscal un peu compliqué, mais enfin bon, c'était quand même une baisse du coût du travail. Le pacte de responsabilité, c'était une baisse du coût du travail. Les ordonnances Pénicaud, le plafonnement des dommages et intérêts au prud'homme, ça redonne un peu de visibilité aux entreprises. Donc tout ça mis bout à bout, la réforme de l'apprentissage, vous savez que les chiffres de l'apprentissage sont tout à fait excellents. D'ailleurs, on a confié, c'est plutôt bon pour vous d'ailleurs, parce que l'idée, ça a été de confier l'apprentissage plutôt aux entreprises. Et donc, on voit que tout mis bout à bout, ça donne des résultats. Et en matière de taux de chômage, pas seulement ce gouvernement, mais le gouvernement précédent, moi, je ne me sens pas gêné. J'avais beaucoup défendu ces politiques de CICE et de pacte de responsabilité, et on n'était pas très nombreux à défendre ça. Mais moi, je n'ai jamais donné 2 sur 20 à la mandature précédente. Je lui ai donné 6-7 sur 20, voilà. Mais pas 2 sur 20, si vous voulez. Donc, bon, tout mis bout à bout, on a quand même attaqué un peu le cœur de fonctionnement du marché du travail. Donc c'est pas si mal. Et la loi Pacte s'inscrit quand même dans cette dynamique-là. Alors, moi, je ne suis pas parlementaire de la majorité, donc je ne défends pas du tout la loi Pacte de façon partisane, je regarde ça de l'extérieur. Je pense que cette loi est difficile à défendre parce que là encore, bon, qu'est-ce que vous voulez, dans notre pays, on fait les choses comme ça, on fait des lois extrêmement générales, extrêmement globales, qui sont un petit peu difficiles à expliquer et à saisir pour le citoyen, parce que la loi Pacte, elle a des impacts sur le code civil, sur les commissaires aux comptes, sur la fiscalité de l'assurance vie, donc plein de choses un peu techniques. Mais enfin, quand même, globalement, on s'attaque à des sujets qui sont des vrais sujets. Toutes les études ont montré que les rigidités auxquelles faisaient face les entreprises, bon, ça tirait vers le bas la croissance potentielle. Et donc là, on voit quand même que bon, on adresse un tout petit peu ces sujets. Donc, si vous voulez, je suis relativement optimiste sur la situation des entreprises françaises,
avec néanmoins une réserve qui vous concerne, vous, qui en réalité concerne les stratégies des entreprises. Et c'est presque plus ça qui m'inquiète. Si je voulais vous provoquer, mais c'est pour le plaisir de la discussion, je dirais qu'au fond, ce qui m'inquiète quand je regarde l'avenir des entreprises, c'est moins le gouvernement que ce que font les entreprises. Je vous donne là encore un exemple concret. Quand vous regardez les chiffres de l'investissement des entreprises en France, on a des chiffres qui ne sont pas mauvais. Les entreprises françaises investissent normalement, le taux d'investissement de la France, il est revenu à peu près au niveau du taux d'investissement des autres pays, parce que les marges des entreprises ont un peu augmenté. Donc ça va. Mais quand vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur de l'investissement des entreprises, vous voyez qu'il y a très peu de nouvelles technologies. Toutes ces technologies de la troisième révolution industrielle dont je parle beaucoup et dont je reparlerai demain quand je réinterviendrai avec Julia, c'est-à-dire le numérique, les robots, l'intelligence artificielle, qui sont l'avenir de votre secteur avec le capital humain, puisqu'il n'y a pas de substituabilité entre les technologies de la troisième révolution industrielle et le capital humain. Les deux sont absolument complémentaires. Et donc, dans nos entreprises, y compris dans vos entreprises dans 10 ans, il y aura plus de techno et plus de capital humain. Mais ce mouvement, au fond, il a assez peu commencé ou trop peu commencé. Quand vous regardez le taux de robotisation des entreprises françaises, moi je panique, hein, parce que ce taux, il est incroyablement bas. Alors même que les marges des entreprises ne se sont pas complètement restaurées par rapport à ce que l'on connaissait au début des années 80. Vous savez que c'est entre 1981 et 1990 que la situation financière des entreprises françaises a été la plus florissante. Nicolas, on est dans les... faut conclure pour justement... Mais j'avais 10 minutes et là j'ai fait 9 minutes 50 et donc j'ai encore 10 secondes. Ok, allez-y. 10 secondes. Donc ce qui m'interroge, c'est le fait qu'on doit prendre conscience des défis, notamment des défis technologiques qui s'imposent à nous, pour justement que notre économie reste une économie compétitive et pour que nos entreprises restent des entreprises compétitives dans un mouvement de changement qui est sans doute inédit, au regard de ce que l'on a connu depuis le XXe siècle. On va dire les deux grandes périodes de changement comparables avec ce que l'on a connu, avec ce que l'on connaît aujourd'hui. C'est sans doute la Belle Époque et la première révolution industrielle. Et je pense que ce défi-là, il doit être encore plus intégré qu'il ne l'est aujourd'hui par les entreprises. Et voilà, ça fait 10 minutes pile. Super, merci beaucoup. Et on va changer de place. Merci Nicolas, venez avec moi. On va accueillir pour une réaction immédiate de François Asselin, président de la CPME, s'il vous plaît. Monsieur, si vous pouvez nous rejoindre. Bonjour messieurs. Donc, vous êtes, en tant que président de la CPME, vous représentez les PME. Peut-être une réaction à ce que Nicolas vient de dire. Alors, j'ai écouté votre délégué général avant, et puis Nicolas, bien sûr, après. Pratiquement tout est dit. Moi, je reviendrai un petit peu sur ta conclusion, Nicolas, avec cette pointe d'inquiétude par rapport à, finalement, les entrepreneurs, comment... embrassent-ils leur avenir? C'est un petit peu ça. Hein. Est-ce qu'ils posent les bons choix, etc. On a fait à la CPME, au tout début des Gilets jaunes, une consultation dans tous nos territoires, très exhaustive. Et puis, fin janvier, le 30 janvier de cette année, on a fait une restitution. Et finalement, il y a eu deux grands volets, dont un volet où beaucoup de chefs d'entreprise... Alors, je vais faire synthèse, disait, mais ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 25 ans que je suis chef d'entreprise, j'ai vu mon environnement se complexifier d'une façon incroyable et le mouvement s'accélère. Quand ça touche mon métier, bon, c'est parfois un petit peu compliqué, mais je l'accepte parce que ça me permet de parfois passer un palier, d'accéder à nouvelles clientèles, intégrer de nouvelles technologies. Mais lorsque mon environnement se complexifie et que ça n'a rien à voir avec mon métier d'entrepreneur, ça devient insupportable. Et finalement, on se sent des risques tout, je vais être politiquement correct, enquiquiné par des risques rien.
Voilà, avec cette grande difficulté de qualifier les risques rien. Mais c'est quoi les risques rien? C'est que finalement, moi je pense que c'est... Et là, c'est le syndicaliste qui va un petit peu parler. C'est-à-dire que je vois à travers mon mandat, ça fait presque 5 ans maintenant que je suis président de la CPME, donc comme le SINERPA, j'ai mes rendez-vous réguliers avec l'exécutif, avec les ministères, les différents cabinets. Et finalement, il y a très peu de culture PME, très peu de culture entrepreneuriale. Et lorsque, par exemple, on décide de mettre en place le prélèvement à la source, ce n'est pas une question d'être pour ou contre le prélèvement à la source, mais lorsqu'il faut se battre, par exemple, pour enlever l'incrimination pénale spécifique, qui faisait que si jamais il y avait une fuite d'un taux de prélèvement d'une entreprise et qu'un salarié portait plainte, potentiellement le chef d'entreprise pouvait être condamné à 375 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Vous voyez, on se dit, mais comment une chose aussi absurde peut sortir d'un texte de loi? C'était en premier. Lorsque, par exemple, on met en place le RGPD, je ne dis pas si c'est bien ou si c'est mal, mais je constate, lorsque je suis allé voir mes collègues allemands, le ZDH en Allemagne, comment faites-vous, vous, dans vos entreprises avec le RGPD? Oh, mais nous, ça tient sur une feuille A4, terminé, on ne nous emmerdera pas. Et quand vous voyez en France les mesures coercitives avec potentiellement une pénalité sur le chiffre d'affaires, vous voyez, toutes ces choses qui peuvent paraître insignifiantes pour, on va dire, un haut fonctionnaire, arriver au sein de l'entreprise, et encore plus quand elle est petite, eh bien, ça vient de vraies difficultés. Et finalement, ça agace très fortement le chef d'entreprise et l'envie d'entreprendre. C'est-à-dire, c'est une perte de temps, c'est un alourdissement Oui, c'est-à-dire que plutôt que d'investir dans des outils numériques, parfois vous êtes obligé d'investir dans des fonctions support dans l'entreprise. Il faut augmenter la masse salariale pour s'occuper de... Donc les entreprises ne sont pas assez libres ou ne sont pas assez... écoutez, en 2018, on a changé 3 fois la fiche de paye. Hein. On m'avait dit, main sur le cœur, à Bercy, vous verrez, mais non, on a discuté avec les experts comptables, on a discuté avec les éditeurs de logiciels, ça ne coûtera pas plus cher. Moi, j'ai eu 3 devis à chaque fois de modification de mon logiciel. Et puis, il a fallu former le personnel. Bon, OK, on l'a fait, on le fait tout le temps. Mais finalement, ce n'est pas notre cœur de métier, voyez-vous. Et donc, vous dites il n'y a pas de manque de stratégie. Comme Nicolas disait, c'est justement parce que les entreprises sont alourdies ou doivent s'occuper d'autres choses. Il y a une bienveillance par rapport aux entreprises. D'ailleurs, des fois, il y a un débat qui est un peu absurde quand on nous dit « Oh bon, écoutez, vous avez un exécutif, un président qui est pro-business. » Imaginez un pays moderne développé qui a un président anti-business. Mais non, la victoire économique d'un pays, c'est la victoire du secteur marchand. C'est la victoire de toutes les entreprises, qu'elles soient petites, grandes ou moyennes. Mais quand bien même vous avez cette bienveillance, et c'est vrai qu'à travers les ordonnances Pénicaud, il y a eu des objectifs que nous voulions qu'ils soient atteints, ont été atteints, et finalement, sans faire trop de vagues. Donc c'était parfait. Mais pour autant, la machine continue à s'accélérer. Vous regardez la loi Pacte, qui est plutôt une loi positive pour les entreprises. Eh bien, pratiquement dès le lendemain de la promulgation, je suis convoqué à Bercy pour parler des soi-disant niches fiscales des entreprises. C'est pas vrai, quoi. Enfin, je veux dire, on n'arrive pas à en sortir, quoi. Ce que je vous propose, parce qu'on va aborder tous ces sujets, mais il y a encore 3 autres intervenants de cette table ronde que j'appelle maintenant. Fabrice Le Sachet, porte-parole du MEDEF, Agnès Firmin-Lebaudot, députée de la Seine-Maritime, et Christine Jandel, présidente du groupe Colisée. Bonjour. Merci. Peut-être aussi rentrer directement, où on continue cette discussion par rapport à la présentation de Nicolas. Est-ce que vous voulez rapidement réagir ou on va directement dans le pacte de réforme? Voilà tout ce qui a été la loi Pacte, tout ce qu'on a mentionné. En fait, comment les entreprises se retrouvent là-dedans? Peut-être, déjà, bonjour à toutes et à tous. Veuillez excuser le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui est retenu en Normandie. Vous savez qu'il a un passé militaire et qu'aujourd'hui, c'est une journée de mémoire. Il s'excuse et évidemment, il sera très heureux de revenir à un événement du SINERPA. Peut-être rebondir rapidement sur ce que vient de dire le président de la CPME. Effectivement, moi, je ne partage pas tout à fait la conclusion de Nicolas. On attend beaucoup des entreprises, énormément. La transformation numérique, la transition écologique, l'internationalisation, et tout ça, ça nécessite quand même des investissements colossaux. Des investissements dans un contexte où les entreprises n'ont pas énormément de marge, elles les reconstituent, mais elles ont été particulièrement impactées dans la dernière décennie. Dans un contexte également, il faut quand même le rappeler,
on n'est pas des idéologues au MEDEF, on parle de fiscalité, il y a une raison. C'est parce qu'on a les niveaux de prélèvement obligatoires les plus élevés de l'espace européen et des pays de l'OCDE. Et donc si on court un 100 mètres, qu'on part 10 mètres derrière, bon, alors si on est très très fort, on peut arriver dans le tiercé gagnant, mais on a quand même moins de chances de gagner la course. Et donc ce qu'on souhaite, c'est évidemment que d'un point de vue fiscal, puisque les organisations professionnelles, leur rôle, ce n'est pas de penser forcément la stratégie du chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, il est légitime, il connaît exactement son secteur, sa filière, sa boîte. Nous, on doit créer les conditions favorables pour que les entreprises grandissent. Et alors peut-être que je le dirai tout à l'heure lorsqu'on évoquera les réformes, mais le discours de Madame la déléguée générale était très clair. Il y a des défis énormes devant. Et moi, je voudrais quand même aussi avoir peut-être une note d'optimisme, d'espoir, lorsque les organisations professionnelles, qui souvent sont critiquées, et parfois, il faut le dire, de façon un peu injuste aussi, lorsque les organisations professionnelles se mobilisent, on a des résultats. Le CICE, il n'est pas arrivé par hasard. On s'est beaucoup moqué Justement, de Pierre qu'est-ce que Gattaz. vous pensez? On ne parle pas de la grande politique. Maintenant, prenons les mesures, justement la suppression du CICE contre l'allègement des charges. Mais le CICE, c'est parce qu'il y a des bénévoles au sein de la CPME, au sein du MEDEF, dans les organisations patronales qui se sont mobilisés, qu'on a eu ça, parce qu'il y a une prise de conscience. On s'est beaucoup moqué de Pierre Gattaz quand il a fait son PIN 5 millions d'emplois. Vous savez combien d'emplois on a créé depuis 2014? 800 000 emplois. Sur une année coulissante, on est à 167 000. Et le premier trimestre était extrêmement fort. Alors, tous les emplois ne sont peut-être pas liés au CICE stricto sensu. Mais ce que beaucoup d'élus ne comprennent pas, c'est lorsqu'on peut recruter un collaborateur dans sa société, on peut prendre des contrats en plus. On augmente son volume d'affaires. Et donc, on grandit et on peut recruter plus de collaborateurs. Je pense aussi à l'impôt sur les sociétés qui a été un grand combat. Nicolas le rappelait, il y a une politique de l'offre qui produit ses effets. Aujourd'hui, justement, avec la baisse de l'impôt sur le revenu et les dernières mesures, il ne faudrait pas qu'on bascule vers une politique de la demande qui n'a pas produit d'effet parce qu'on importe 64% de nos produits manufacturés. Donc le combat des organisations professionnelles sur l'IS, il a porté ses fruits. Et puis dernier point, j'en termine par là, l'ISF et le prélèvement forfaitaire unique, c'est aussi des choses qui fonctionnent. Lorsqu'on voit la France dans les classements sur l'attractivité aujourd'hui, où le nombre d'investissements étrangers, il faut s'en féliciter. Il faut s'en féliciter. Et ça, c'est aussi du travail de couloir, parfois ingrat, de la CPME, du MEDEF et puis de nos organisations qui se mobilisent et qui travaillent aussi ensemble. Merci. Christine Jandel, vous êtes présidente du groupe Colisée, opérateur d'EHPAD et de RSS. Comment vous voyez toutes ces réformes? Comment vous vous retrouvez? Est-ce que vous m'autorisez un flashback d'abord pour corriger ce que vient de dire Nicolas tout à l'heure? Nos entreprises exportent. Notre secteur n'est pas un secteur franco-français, je pense qu'il faut le dire, le répéter haut et fort. Nous-mêmes, nous exportons en Chine d'ailleurs, mais certains opérateurs dans la salle exportent en Chine. Très, très bien. Et quand nous exportons avec d'autres entreprises françaises. C'est-à-dire que nous permettons à des entreprises françaises qui ne sont pas encore rentrées sur le marché d'y rentrer. Nous accompagnons, ou nous sommes accompagnés par des entreprises françaises qui sont d'ores et déjà en Chine, ou nous accompagnons des nouveaux entrepreneurs qui s'expatrient. Je crois que c'est important de le dire parce que notre secteur qui s'occupe du grand âge aurait l'air parfois un peu poussiéreux, exclusivement franco-français, et pas du tout. Les premiers opérateurs européens sont des opérateurs français. Je pense qu'on peut en être fier, et c'est certainement la meilleure preuve de la qualité de service et de la crédibilité que l'on peut avoir dans les différents pays dans lesquels on opère. Voilà, je voulais juste faire ce flashback parce que ça me tenait à cœur. Deuxième élément, sur le train de réforme intervenu, je ne vais pas revenir sur le CICE, ça a été une merveilleuse victoire sur le CICE, notamment sur le domicile, et je crois que tout le monde se félicite effectivement de la pérennité de cette mesure. Je voulais juste rappeler un chiffre, parce que je préférais venir sur les sujets de la formation professionnelle, sachant qu'on a parlé tout à l'heure de pénurie. On va parler de la formation. Est-ce qu'on peut parler d'abord, par exemple, les effets des gilets jaunes, le prime du pouvoir d'achat? Vous, concrètement, alors, est-ce que prime vous du pouvoir avez d'achat, c'est répondu? une très bonne relance, très bonne relance. Florence a dit que les entreprises du Synerpa s'étaient mobilisées fortement, et c'est le cas, parce que Florence, je parle sous ton contrôle, mais je pense que plus de 60% des adhérents du Synerpa ont décidé de verser cette prime très généralement à l'ensemble de leurs employés. Quand en France, je crois, notre Premier ministre a tout récemment donné un bilan. C'est 5 millions de salariés, en fait, qui ont touché une prime, si je ne dis pas de bêtises, sur à peu près 5,5 millions, soyons précis, merci beaucoup, sur 27 millions à peu près d'actifs dans ce pays aujourd'hui. C'est moins de 20%, si je calcule bien. Donc plus de 60% pour le Synerpa, moins de 20% pour l'ensemble du pays. Vous ferez notre publicité, j'espère, pour montrer à quel point les adhérents du Synerpa peuvent être responsables. Et si ça se renouvelle, cet appel?
Oui, j'ai compris qu'il était renouvelé. Alors, peut-être sans trop rentrer dans les détails techniques, c'est vrai que l'année dernière, je pense qu'entre Noël et Jour de l'An, tous les directeurs qui sont dans la salle et notamment tous les responsables de ressources humaines et de paye doivent se rappeler de leurs vacances de ski. Parce qu'effectivement, on a eu cette annonce sans avoir beaucoup de précision sur les critères qui pouvaient être retenus. Je pense que tout le monde s'en rappelle bien. Si cette année, on pouvait avoir effectivement des instructions un petit peu claires, et notamment sur le sujet de l'ancienneté, parce que je trouve un peu ridicule de devoir donner une prime à un salarié qui est rentré le 28 décembre chez vous sous prétexte qu'il y a encore le 31 au soir. Mais passons ce petit détail. Si ce régime se pérennise, je pense que beaucoup d'entre nous auront envie de recommencer. Oui, ça fait partie de notre responsabilité sociale au sens large. Autre chose, le bonus-malus, c'est que Florence a récemment, tout à l'heure, mentionné sur les contrats courts, taxation des CDD. Comment ça se passe dans votre secteur ou plus globalement peut-être? Florence a tout dit, hein. C'est-à-dire que d'un côté, on vous demande de faire eh bien, des remplacements dès qu'il manque une personne dans vos entreprises et que d'un autre côté, ces remplacements demain vont être taxés. Oui, il y a une inflation des contrats courts, voire des contrats ultra courts. Hein. Mais vous savez, ça concerne aussi bien les salariés que les entrepreneurs, parce que moi je connais beaucoup d'entre vous lorsqu'il s'est agi de travailler sur la réforme de l'assurance chômage. J'ai interrogé beaucoup de vos entreprises, aussi dans l'hôtellerie-restauration, et beaucoup m'ont dit, mais nous n'arrivons pas à recruter des personnes en CDI. Donc, s'il y a des entreprises qui prennent ce modèle économique du contrat court, il y a aussi beaucoup de salariés qui, finalement, s'en contentent. Donc, la bonne solution, c'est de faire en sorte que, on règle le problème en agissant sur les deux curseurs, celui du côté salarié comme celui du côté entreprise. Or, ce qui a été visiblement choisi, c'est plutôt quelque chose de, je n'ai pas peur de le dire, mais de dogmatique, parce qu'à l'époque, on avait rencontré l'instigateur et l'initiateur de cela, Marc Ferracci, qui s'est calé sur un modèle américain, mais on compare de choses complètement différentes. Hein. On ne va pas comparer l'assurance chômage aux États-Unis avec ce qui se passe en France. Hein. Ce qui fait que finalement, au total, si on applique le bonus-malus tel que c'est prévu sur, on va dire, une famille d'entreprises, eh bien, on perd en tant qu'employeur l'évolution de sa masse salariale, et puis il risque d'y avoir, entre guillemets, des dégâts collatéraux en termes de pic d'activité ou autre. Donc tout cela fait que bien sûr on est fortement opposé à l'idée que porte le gouvernement. Maintenant, très prochainement, au courant de semaine prochaine, on va avoir le résultat de tout cela, puisque les partenaires sociaux ont été dessaisis de tout ça. Merci. Agnès Firmin, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce bonus-malus? Les négociations sont en cours. Moi, je crois qu'il faut être assez pragmatique. Il va falloir l'être. Je partage assez l'avis, mais on voit bien que selon les types d'entreprises, et pour les entreprises qui nous concernent aujourd'hui, on voit bien que les négociations ne pourront peut-être pas être tout à fait les mêmes. Et donc on voit bien que peut-être au cas par cas, et famille par famille, il faudra peut-être définir par branche, sans faire des usines non plus, des usines à gaz et des choses trop compliquées. Malgré tout, aussi, on voit bien l'évolution de la demande des salariés. Et embaucher quelqu'un en CDI maintenant, c'est aussi vrai que c'est très compliqué. C'est plus vraiment la demande des salariés, alors qu'il y a encore quelques années, c'était presque un préalable. C'était presque un préalable à la négociation. Ça ne l'est plus vraiment aujourd'hui. Donc, va falloir aussi évoluer et j'allais dire trouver un modus vivendi entre tout ça. Ok. Est-ce que vous pensez qu'il faut empêcher cette taxation? Oui, moi, ça marche? Prenez un autre. Non, c'est une très mauvaise idée. C'était une promesse du président de la République et elle n'était pas bonne. Et d'ailleurs, la vérité, c'est que le gouvernement est contre, comme vous savez. Ils vont sans doute le faire, mais ils sont contre parce qu'ils sont intelligents. François a parfaitement expliqué pourquoi c'est quelque chose qui est absurde, qui en effet vient de travaux universitaires américains, qui peut se justifier en réalité dans certains contextes, mais en effet, dans le contexte du marché du travail français, ça n'est pas du tout adapté. Moi, je vous le dis comme je le pense. Je pense que cette réforme de l'assurance chômage, elle doit aboutir à ce que l'accès à l'assurance chômage soit plus strict. Moi, je suis favorable à une dégressivité de l'indemnisation chômage. Je ne suis pas favorable à des contrôles supplémentaires parce que je suis un libéral et je n'aime pas les contrôles et la bureaucratie. En revanche, l'idée de la dégressivité, telle qu'elle est pratiquée par exemple en Allemagne depuis les réformes Hart. Oui, exactement. C'est très intéressant. Quand vous regardez les travaux économétriques qui portent sur l'impact des réformes Hart, vous vous rendez compte que celle qui a eu le plus d'impact, en réalité, c'est
justement l'introduction de la dégressivité des indemnités chômage. Oui. Alors, je suis favorable à ce qu'on le fasse pour les cadres, mais je suis favorable à ce qu'on le fasse pour tout le monde. Alors, d'ailleurs, avec les partenaires sociaux, enfin, je pense aux salariés, il y avait un truc qui était imaginable, hein, ce que font les pays du Nord, c'est de dire au fond, on introduit de la dégressivité par exemple au bout de 12 mois ou un peu plus tard, mais au bout de 12 mois ça me paraît bien. Et en revanche, on peut parfaitement se dire, bon, on augmente un peu le taux de remplacement au début, parce que quelqu'un qui est chômeur, il a été licencié, c'est évidemment pas de sa faute, on peut parfaitement imaginer qu'il ait une très bonne indemnisation au début. Mais quand vous savez que, et ce ne sont pas mes chiffres, hein, ce sont ceux de la BPI, pour quasiment la moitié des entreprises, le principal problème de croissance, comme tu le dis et tu le répètes, c'est qu'elles n'arrivent pas à recruter, alors qu'on a encore un taux de chômage un peu supérieur à 8%, comprenez bien qu'on est dans une situation absolument ubuesque et qu'on ne peut pas être tout le temps des magots, quoi. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a des gens qui n'habitent pas là où sont les emplois. Bien évidemment que tout ça existe. Mais la vérité, c'est qu'en France, on indemnise plutôt bien et, à mon sens, trop longtemps. Alors, juste un mot sur l'Allemagne, c'est vrai. En Allemagne, cette réforme, on peut la considérer comme réussie. Cette réforme du marché du travail de Hartz, qui est critiquée en même temps parce qu'il a créé un grand marché de salaires bas, une grande quantité de mini-jobs. Voilà, il y a... voilà, en Allemagne, on peut voir les deux côtés. Juste en 15 secondes. Ben, en tout cas, le chômage est à 3-4%. En 15 secondes, vous avez tout à fait raison, mais ça, ce n'est pas l'effet de la dégressivité des indemnisations chômage, c'est l'effet de contrats très particuliers qu'on a introduits. Et puis attendez, il y a un débat qu'on a le droit aussi de poser dans notre pays, je suis désolé, c'est le débat entre société du travail ou société du non-travail. Moi, je suis désolé d'être très brutal, mais je pense qu'il vaut mieux travailler, quitte à commencer avec des rémunérations modestes, et être en capacité de construire sa vie, plutôt que, comme on le voit en France, ce sont des travaux de l'OCDE, il faut 4 ou 5 générations pour que quelqu'un qui vient d'une famille de chômeurs trouve un emploi moyennement rémunéré, si vous voulez. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, est absolument insupportable. Ok, je voudrais justement, parce que je pense que c'est ce qui est important, quel nouveau contrat ou quel contrat pourrait-on trouver qui donne une sécurité aux collaborateurs et qui donne peut-être plus de flexibilité aux entreprises? Si vous le voulez bien, moi j'aimerais revenir sur l'histoire des contrats courts parce que c'est quand même un sujet majeur qui est encore devant nous. Lorsque le président Asselin dit que les partenaires sociaux ont été saisis, moi je tiens quand même à ajouter que c'était fondamentalement un jeu de rôle. Les dés étaient un peu pipés dès le départ. Quand vous donnez 4 mois aux négociations, quand vous parasitez les négociations en faisant des annonces publiques, alors qu'on avait mis le sujet du bonus-malus en dehors de la négociation et qui revient lors d'une intervention publique du président de la République, c'est compliqué. Maintenant, peut-être aussi, il faut rappeler quelques chiffres. Je suis déjà tout à fait d'accord avec Nicolas, la vraie précarité, c'est le chômage de longue durée. Hein. Tous les pays qui nous entourent, ils ont des taux de chômage très bas. Alors, je veux bien qu'on dise que c'est du travail précaire, mais il ne faut peut-être pas exagérer. Nous, on a du chômage de masse, de longue durée, avec des taux de chômage chez les jeunes qui sont un vrai gâchis social. Sur les contrats courts, le président Asselin le rappelait, mais il faut quand même dire que 80%, et c'est relativement stable depuis 20 ans, des contrats de travail, ce sont des CDI. Et si on a quelques secteurs, c'est 6 ou 7 à peu près, qui ont une accélération, un triplement des contrats très courts, c'est aussi parce que c'est la réalité de leur activité et c'est parce que aussi les consommateurs, les usages se transforment. Donc on prend le problème à l'envers. On devrait se demander pourquoi les entreprises ont recours à cette typologie de contrat et comment on peut faire pour les aider et peut-être faire émerger un nouveau type de contrat, pourquoi pas. Sur l'assurance chômage, il faut également rappeler que la négociation, elle avait 2 jambes. On ne parle que du bonus-malus, mais il y avait aussi la jambe retour à l'emploi. Nous, ce qui nous intéresse dans l'assurance chômage, ce n'est pas qu'une vision comptable, c'est de faire en sorte de remettre au travail des gens qui ont un potentiel, qui ont des compétences dans un contexte où on a 300 000 emplois non pourvus et on est dans une situation ubuesque. Et donc, il y avait un volet d'économie et ce volet sur les contrats courts. Il ne faut pas oublier le volet économie. Et donc, nous, on sera très vigilants dans les prochaines semaines et les prochains mois, je pense avec nos amis de la CPME, pour faire tout pour protéger les entreprises de ces dispositifs qui ne créeront pas un seul emploi. Merci. On en est certain. Agnès Firmin-Lebaudot, Christine Jandel, vous avez mentionné tout à l'heure la formation et justement comment on peut favoriser l'emploi dans ce secteur, dans votre secteur, par la formation.
2 chiffres déjà pour prendre un peu de recul. Quand on dit que dans notre secteur, on a du mal à recruter parce qu'il n'y a pas de bashing, parce que ce sont des métiers pas faciles, parce que ce sont des métiers décalés dans le temps, 52% des PME aujourd'hui ont du mal à recruter. Ce n'est pas uniquement le secteur des EHPAD, il faut qu'on arrête de s'auto-flageller. 52% des PME aujourd'hui ont des très grosses difficultés à recruter. Donc on n'est pas les seuls concernés. 2, quand on interroge les patrons de ces PME et qu'on leur dit quelle est la première raison pour laquelle vous ne recrutez pas, c'est un problème de qualification et de formation. En 4e position vient le niveau de salaire. Donc on arrête de nous dire, bien sûr que je serais la première ravie qu'on puisse encore revaloriser les salariés dans notre secteur, bien entendu, mais qu'on arrête de faire dans l'autoflagellation pour le secteur des EHPAD, s'il vous plaît. Je pense que dans ce pays, plus globalement, on a un problème de formation initiale, c'est évident, on a un problème de formation continue, et comme le rappelait Florence tout à l'heure, il n'est pas en train de s'améliorer. Il n'est pas en train de s'améliorer parce que France, dont j'ai déjà oublié le nom d'ailleurs, merci beaucoup, France Compétences, heureusement que vous êtes là tous, France Compétences, pour l'instant, personne ne sait exactement ce que ça va donner, sauf à ce que ces messieurs à ma droite aient des informations beaucoup plus précises. Le CPF, le fameux CPF qui a remplacé le DIF, si vous amusez à aller regarder sur Internet, toutes les pubs qui fleurissent aujourd'hui sur le CPF, on vous dit, utilisez votre CPF pour passer votre permis de conduire. Ça, c'est pas idiot. Ça permet la mobilité pour aller travailler, ça, c'est pas bête. Vous pouvez aussi être tatoueur, faire du homestaging ou devenir architecte d'intérieur. Et donc, à un moment où, dans ce pays, on a encore, et vous le rappeliez, une quantité de chômeurs importante par rapport à tous les autres pays d'Europe, on explique aux Français, c'est très beau comme idée, qu'ils vont avoir la liberté de choisir leur avenir professionnel. Sauf que, alors moi je suis assez basique, mais dans une entreprise, quand j'ai des ressources, j'essaye de les affecter à un endroit où je sais que je vais avoir des retours. Je pense qu'on fait tous pareil dans nos entreprises. Et donc, quand je crée de la ressource de plusieurs milliards d'euros, à redistribuer par France Compétences au niveau de la formation professionnelle, je devrais essayer de m'assurer que ça aille aux endroits où les métiers sont en tension. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut en avoir l'assurance. Je prends un 2e exemple, et Florence le disait très bien tout à l'heure, on veut réduire le nombre de branches professionnelles. C'est plutôt bien parce qu'il y a un moment où il y a des branches qui étaient devenues quasiment inexistantes. Et on réduit aussi le nombre d'OPCA en les regroupant en OPCO. On a quand même été fichus de ne pas arriver à se mettre d'accord pour mettre tous les métiers du grand âge, et c'est plus quand même de 830 000 salariés aujourd'hui, dans un seul OPCO. Parce que, je ne sais pas, il fallait que la cohésion sociale continue à vivre sa vie dans son coin et que les autres vivent la vie dans le leur. Donc il y a un moment où il y a des grandes priorités comme ça, et je pense que la formation initiale des jeunes et la formation continue est une priorité d'une urgence absolue dans ce pays, et on ne trouve pas au bon moment le consensus pour le faire. C'est un tout petit peu dommage. Mais justement, et cette nouvelle loi qui favorise les demandeurs d'emploi, qui est une manière de remettre peut-être les chômeurs au travail, sur le marché du travail, justement, qu'est-ce qu'on fait avec cette loi pour, je pense, pour les EHPAD, pour le secteur de la santé je vais répondre, compliqué. On ne va pas non plus faire du CPF bashing. Non, c'était pour plaisanter. Parce que cette loi, elle se met en place. Elle se met en place. J'ai voté contre, mais elle se met. J'ai voté contre pour la partie formation, parce que ce qui a été très réussi dans cette loi, et les premiers résultats commencent à arriver, ce sont l'apprentissage. On peut dire que la réforme de l'apprentissage a été une très grande réussite. Ce pourquoi j'ai voté contre cette loi, c'est parce que, et vous l'avez un tout petit peu évoqué, Christine, c'est que on ne peut pas dire non plus que les régions aient montré, j'allais dire, une parfaite réussite dans la formation. Et là, on est passé des régions à ces fameux OPCO, ces fameux CPF, où on pense aussi que par cette voie-là, on va y arriver. Nous, on était plutôt pour l'entre-deux, c'est-à-dire laisser aux régions une partie des formations spécifiques, parce qu'il existe des formations spécifiques, et donner aux branches qui sont très organisées. Il y a des branches qui sont très organisées, qui étaient en mesure d'assurer leur propre formation, de le faire. Nous n'avons pas été entendus. On verra bien. Maintenant, ça se met en place. Le côté apprentissage est franchement très réussi, et il faut s'en féliciter. Et c'est peut-être aussi là un lien à faire avec le retour à l'emploi des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et on peut peut-être aussi trouver des passerelles à organiser. Par contre, le côté formation continue, ça demande à voir. Et la création des OPCO, on est peut-être, je crois, un premier écueil. Merci. Fabrice, le sachet, vous voulez ? Oui. Sur cette réforme, c'est très révélateur ce qui est en train de se passer. Dire qu'il y a une volonté jacobine de réformer dans le pays. Emmanuel Macron considère que les corps intermédiaires que nous sommes
sont des empêcheurs de tourner en rond, on ralentit la réforme, etc., etc. Et donc, sur la réforme de la formation professionnelle continue, le gouvernement a fait exactement ce qu'il voulait faire. Premièrement, redynamiser l'apprentissage et remettre l'entreprise au centre du dispositif. Ça, c'est vrai, c'est une vraie réussite. Et je pense qu'effectivement, les premiers chiffres sont encourageants. Sur la partie formation professionnelle, ce n'est pas France Compétences qu'on a installé, c'est France Siphonnage. C'est-à-dire qu'ils voulaient mettre la main sur l'argent de la formation. Et orienter une grande partie de ces fonds pour financer le plan d'investissement des compétences, à savoir les chômeurs, mais tout est lié dans tout cela. Pourquoi? Parce que si on avait eu une assurance chômage avec une UNEDIC et un ACEDIC et un pôle emploi efficace, on n'en serait pas là non plus. Pourquoi? Parce que le meilleur système assurantiel, c'est celui qui, comme tu l'as dit très justement, indemnise correctement celui qui perd son emploi, mais qui en même temps le raccroche le plus rapidement possible au marché de l'emploi. Voilà. Vous savez... Quand on voit ce qui est en train de se passer sur le début de la réforme de la santé au travail, avec cette volonté du gouvernement de, là aussi, d'une façon assez jacobine, de mettre en place France Santé, je peux vous dire que là aussi, l'idée, c'est le collecteur unique, l'URSSAF. Alors ça, collecté, on peut lui faire confiance, il saura faire, redistribuer. Mes amis, vous savez ce qu'on en pense. Merci Nicolas, vous avez souhaité. Oui, sur la formation professionnelle, je pense que l'esprit de la réforme est bon. Alors, je sais que seulement 2% de la salle va être d'accord avec moi, mais je pense qu'au fond, bon, déjà, on ne peut pas juger de cette réforme aujourd'hui, en train d'être mise en place, donc on ne peut pas dire qu'elle ne donne pas de résultats. Mais on avait un système de formation professionnelle qui ne fonctionnait pas aussi bien qu'on aurait pu le souhaiter. C'était un système qui coûtait assez cher, pas très cher quand on regarde, c'était pas des chiffres délirants quand on regarde ce qui se fait dans les autres pays, mais enfin ça coûtait relativement cher, et surtout on n'avait pas de bons résultats en matière de retour à l'emploi. Et Fabrice a quand même eu raison de rappeler que dans toutes ces réformes, ce que l'on doit viser, c'est d'abord le retour à l'emploi. Et d'ailleurs, les questions financières, notamment dans le domaine de l'assurance chômage, dépendent en réalité de la performance du système en matière de retour à l'emploi. Donc il faut prendre les choses dans cet ordre-là. Mais on avait un système de formation professionnelle qui était assez complexe au fond et qui n'évoquait pas grand-chose aux salariés. L'idée du CPF, c'est de dire un CPF monétisé. Moi, j'ai eu de grands débats, notamment avec... C'est rare qu'on ne soit pas d'accord avec le MEDEF, mais là, pour le coup, on n'était pas d'accord avec ton ancien président. Ça a dû être la seule fois, d'ailleurs, puisque le MEDEF voulait que le CPF continue d'être comptabilisé en heures. Moi, je considérais qu'on avait laissé tomber l'économie du troc depuis 2500 ans et donc qu'il était temps de passer aux euros. Et finalement, donc, on est passé aux euros. Pourquoi c'est important? C'est un pari. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire aux salariés, vous avez de l'argent que vous pouvez dépenser en matière de formation professionnelle. Alors, vous avez tout à fait raison de dire, on n'est pas certain que ça aille vers les métiers en tension. Vous avez parfaitement raison de le dire. On est même pour certains du contraire, d'ailleurs. Non, on n'est pas certain du contraire non plus, parce qu'il y a quand même des gens qui ne sont pas complètement masochistes et qui ne vont pas vider leur compte formation pour aller faire potier, alors que la demande de potier n'est pas aujourd'hui exponentielle. Donc, il y en aura qui iront faire potier. Vous avez tout à fait raison, parce qu'ils vont mélanger en plus le loisir et le travail. Mais donc oui, là, je suis complètement... Il ne faut pas non plus tomber dans un extrême qui consiste à dire que tout le monde va faire potier. C'est une réforme qui est assez ambitieuse. C'est une vraie révolution, au fond, parce qu'on met la formation professionnelle dans les mains des salariés. Je ne sais pas si ça va marcher. Mais ça se tente. On a déjà le DIF pendant des années. Ben oui. Alors qu'est-ce qu'on fait du CPF? On envoie nos DRH, il faut arrêter de rigoler quand même. On envoie nos DRH chercher du CPF chez les salariés en disant puisqu'on n'a plus de fonds de la formation professionnelle, on va expliquer à nos salariés comment ça marche le CPF. Non, attendez. C'est vrai que sur la théorie, c'est séduisant. Mais venez dans les entreprises, venez voir ce qui s'y passe. Quoi. Écoutez, moi, ce que je vis, Nicolas, ce que je vis dans mon entreprise, je suis en transition numérique, c'est pas original comme plein d'entreprises. J'avais un plan de formation sur 2019 où j'ai besoin de mobiliser 74 000 €. Je vous donne les chiffres exacts. Je me suis aperçu que les fonds mutualisés, pouf, étaient partis. Et donc, ce qu'on m'a dit, vous mobilisez les CPF de vos salariés. Qu'est-ce que je suis obligé de faire? Je viens voir, et c'est moi qui le fais dans ma boîte, je n'ai pas de DRH. Je vais voir les salariés, ils me disent, mais attends François, mais j'ai 5 000 € qui m'appartiennent. Et tu es en train de me faire les poches? Ou attends, on va d'abord discuter si cette formation, vraiment, si elle est utile à toi, mais est-ce que pour moi, elle est utile? Je me retrouve dans une espèce de négociation un peu complètement absurde, alors qu'elle est autant utile à l'entreprise qu'aux salariés. Quand on est cadre, ce genre de choses, c'est vrai, on a accès à l'information. On peut le comprendre et on peut être proactif. Quand on est opérateur, quand on est menuisier en production, charpentier en production,
cette information, généralement, c'est le chef d'entreprise qui la tient, parce qu'il connaît son marché, parce qu'il voit l'évolution. Et c'est à lui, entre guillemets, d'être le premier promoteur de la formation professionnelle continue. On a tout le temps fonctionné comme ça, et ça fonctionnait finalement pas si mal que ça. Il fallait réformer la formation professionnelle continue. Je suis entièrement d'accord avec toi. La façon dont on le fait, moi, je reste très dubitatif. Pour la conclusion, juste Agnès Firmin-Lebaudot et Christine Jandel, avant qu'on donne la parole à la salle, parce que j'imagine il y a quelques questions, comment vous voyez le potentiel de l'économie du grand âge et de la sylva-économie? Quel est l'avenir de ce secteur? C'est forcément un secteur en plein développement. Enfin, je veux dire qu'on ne va pas revenir sur les chiffres qui ont déjà été donnés plusieurs fois, et notamment ce matin au niveau du rapport Alibaud. Le secteur du grand âge, il est vaste, le secteur du grand âge. On a vu ce matin tous les domaines sur lesquels il va falloir travailler collectivement. C'est clairement un secteur de développement économique. Il ne faut pas avoir peur. Voilà, l'économie n'est pas un gros mot, et associer grand âge à l'économie, c'est surtout pas un gros mot. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et ça va du logement, ça va à la formation des professionnels, ça passe aussi par la silver economy et tous ces domaines-là. Et donc, très clairement, ce secteur-là est un des secteurs dans les années à venir pourvoyeur d'emploi, pourvoyeur de développement économique. C'est une certitude. Le secteur. Oui, c'est 250 000 emplois à venir dans les 10 ans. Donc, je pense qu'on a effectivement un petit peu de travail devant nous. Moi, je voudrais juste, je suis désolée, mais déborder un peu sur la loi Pacte, parce qu'il y a un article de la loi Pacte qui est assez discuté, notamment par nos amis ici présents, je pense, qui est le fameux article qui permet aux entreprises de devenir des entreprises à mission. Et je pense que c'est quelque chose dont le SINERPA devrait s'emparer. Alors, je sais bien que vous souhaitez que ça reste quelque chose de facultatif, et ça, je le comprends parfaitement, mais je trouve que donner du sens aussi à une entreprise dans son objet social pour des métiers comme les nôtres peut être aussi peut-être une manière de réconcilier un peu la population française avec des entreprises qui interviennent dans des secteurs du social et du sanitaire. Voilà, je voulais juste faire cette ouverture, parce que je pense que c'est quelque chose dont il faudra qu'on reparle. J'espère que vous ne luttez pas contre la modification de cet article 1833, mais vous allez nous aider à l'accompagner. L'entreprise de mission, comme beaucoup de statuts d'ailleurs possibles d'entreprise, est à mon avis très intéressant. Nous ne sommes pas pour l'obligation, nous sommes pour l'incitation. C'est toute la subtilité. Voilà. Et quand je vois le travail qui a été fait ici, là, sur Horizon 2030, c'est formidable. Ouais. Prendre le train, ça permet de roupiller, mais ça permet en même temps de s'instruire. Et j'ai fait les deux. Plein d'informations très importantes dedans. Merci, merci. Peut-être il y a une ou deux questions dans la salle. Donc, les collègues du SINERPA sont là avec des micros. Je vous surprends en fait. Personne n'est préparé pour une question. Il y en a plein. Oui. Voilà. Attendez, le micro arrive. Moi, j'aurais une question, mais je vais revenir à mon sujet favori. Bonus-malus. J'ai bien compris ce qu'était le malus. J'ai toujours pas compris ce qu'était le bonus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me l'expliquer? Oui, on se concentre toujours sur le négatif d'abord, le malus. Alors, le bonus, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être l'absence de malus, en fait, le bonus, si tu veux, Johanna. C'est zéro. Et là, c'est ce que je crois avoir compris. Merci. Une autre question? Vous voulez, vous, poser les questions et donner la réponse en même temps? Ok, je vous le dis, et après on va partir. Comme s'il n'y a pas de questions, on va peut-être pas rester dans le silence. Juste dire un mot de conclusion sur un sujet qui nous préoccupe, c'est le financement de la dépendance, et je pense que ça doit préoccuper les gens qui sont dans cette salle. Aujourd'hui, pour nous, au MEDEF, le compte n'y est pas. Et on a rappelé qu'il y avait une forme d'étatisation rampante, France Compétences, France Santé, France Retraite probablement bientôt. Alors justement, en parlant des retraites, nous on a proposé de rehausser l'âge légal de départ à 64 ans. On estime que ça peut générer 17 milliards d'euros nets d'économies, et on souhaiterait affecter une partie de ces économies pour le financement de la dépendance, qui aujourd'hui n'est pas couvert et qui est un vrai sujet pour l'ensemble de notre collectivité. Et donc, je pense que c'était un point aussi que je voulais partager aujourd'hui. On va faire la conclusion de la conclusion. Non, mais bon, ce sujet est essentiel. J'ai
peut-être une toute petite différence avec le MEDEF. Je suis entièrement d'accord avec l'idée qu'il faut, d'une façon ou d'une autre, de toute façon, profiter de cette réforme pour essayer d'allonger la durée moyenne de cotisation. Je ne suis pas sûr qu'il faille l'affecter à la dépendance parce que ça donne le sentiment que retraite égale dépendance. Et comme je suis un peu parfois trop rigoureux, voilà, j'aime bien que les sujets soient traités. La retraite, c'est la retraite. La dépendance, c'est la dépendance. Jean-Hervé Lorenzi vient de faire une proposition qui me semble assez astucieuse. Alors, il ne faut pas faire de taxes, hein, parce que ça, si vous voulez, enfin, je veux dire, vous pouvez toujours proposer une taxe, hein, mais vous avez vu que ceux qui ont essayé de faire des taxes dans d'autres domaines, ça ne s'est pas bien passé au mois de novembre, et donc je n'ai pas de conseils. Vous avez beaucoup parlé de communication, mais je vous déconseille vraiment les propositions en matière de taxes. Lorenzi propose une espèce d'épargne obligatoire, mais qu'on pourrait récupérer à 80 ou à 85 ans si on n'a pas de problème de santé, sachant que ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que 80% des Français de 80 ans sont en très bonne santé. Donc il faut aussi arrêter de faire croire en permanence que tout le monde va, c'est pas du tout vous, hein, mais on entend souvent ça dans le débat public, on a l'impression qu'au-delà de 80 ans, tout le monde devient dépendant. Ben non, au-delà de 80 ans, les Français vont globalement, dans l'immense majorité, très bien. Voilà. Et en plus, je pense que travaillant beaucoup sur les questions d'économie de santé, c'est quelque chose qui va plutôt s'améliorer. Et cette idée qui consiste à dire il faut se protéger, il faut que les gens cotisent, parce que c'est sûr que quelqu'un de 42 ans qui n'a pas de problème de santé, c'est très difficile de le faire cotiser spontanément pour une pathologie qu'il a 20% de probabilité de subir quand il aura 80 ou 85 ans. Donc l'idée qui consiste à dire on fait épargner les gens et ils peuvent récupérer au bout si ça se passe bien, Nicolas. Je pense que c'est très astucieux. C'est une très bonne idée. On va économiser. Maintenant, non, sur le financement de la dépendance, faut aussi ne pas... parce que quand on parle de dépendance et quand on parle de financement de la dépendance, le raccourci, c'est de penser qu'à l'EHPAD. Attention, hein, dans les perspectives qui sont les nôtres, c'est aussi de maintenir à domicile le plus longtemps possible. Le maintien à domicile, pour l'instant, il est dans aucun spectre, même pas dans un spectre financier et de prise en charge de la dépendance, parce qu'il est silencieux et qu'on n'en parle pas. Mais maintenir à domicile, même dépendant, et après, on met où le niveau de dépendance, hein, GIR 4, on est dépendant, on peut être chez soi. GIR 3, on est dépendant, on peut être chez soi. Parfois même en GIR 2, on peut encore l'être. C'est aussi le souhait d'une grande majorité de nos concitoyens. Ça a un coût aussi. Et celui-là, on ne l'a pas encore trop dans le champ de la prise en charge. On pense dépendance, prise en charge de la dépendance, qu'EHPAD. Ça représente 15% de nos concitoyens. N'oublions pas le secteur du domicile qui a un coût. Et pour l'instant, ce coût-là, personne ne veut en parler, personne ne veut le voir, parce qu'il est silencieux. Oui. 2 secondes, je vous invite à lire... Merci, pardon. Je vous invite à lire la page 36 de la plateforme, où vous verrez quand même qu'on a un sujet, c'est que la durée de vie s'allonge, mais que la durée de la dépendance aussi à l'intérieur de notre durée de vie va en s'allongeant. Donc on a accessoirement aussi un problème de prévention peut-être, qui rejoint certainement la question du domicile. Voilà. Merci, grand merci à vous tous pour cet échange vif. Merci, on va faire une pause maintenant, une pause d'1 heure. Donc, vous pouvez toujours aller sur les stands des partenaires. Il y aura aussi sur le stand du CNRPA le dédicace de Frédéric Pommier pour son livre Suzanne. Il intervient tout à l'heure après la pause. Merci.